Bonjour, M. Blais. Je m'appelle Chantal. Je suis enseignante à l'École des Roseraies en 5e année. Bonjour, M. Blais. Je m'appelle Andréane Lachance. Je suis enseignante à l'École alternative Albatros en 3e, 4e, 5e année. Je suis une enseignante passionnée, comme la plupart des enseignants. J'aime ce que je fais, j'aime les enfants, j'aime mes élèves. Et présentement, j'ai vraiment peur pour eux. J'ai peur parce qu'on me parle de nouvelles coupes et que présentement, l'école est déjà sous-financée depuis trop longtemps. Présentement, je n'ai pas d'argent pour acheter des nouveaux livres, pour motiver mes élèves à la lecture. Je n'ai pas d'argent pour acheter des nouveaux dictionnaires, pour acheter un ventilateur quand il fait trop chaud. Et comme la plupart des enseignants, je compense un peu avec mon budget personnel. Je cours les ventes de garage, je demande à mes proches d'être généreux. C'est difficile de croire qu'une situation comme ça est réelle au Québec, à Montréal. Je m'appelle Antoine Mainville. Je suis enseignant ici à l'école Irénée-Lucie, dans Hochelaga. L'école Irénée-Lucie, c'est une école qui est spécialisée en déficience intellectuelle. On accueille des élèves qui ont entre 12 et 21 ans, qui peuvent avoir des troubles associés, dont l'autisme. C'est une clientèle qui est particulière, qui a des besoins particuliers. Et puis, ce qu'on a l'impression des profs ici, c'est que le gouvernement ne connaît pas les besoins particuliers de ces élèves. Ce qui se passe, c'est que si on regroupe des élèves qui ont une déficience, des élèves autistes ensemble, et qui sont trop nombreux, premièrement, ils ne peuvent pas faire des apprentissages. Deuxièmement, ils peuvent devenir agressifs, ils peuvent agresser le personnel, ils peuvent s'agresser entre eux. Ce qu'on voudrait, c'est que le gouvernement reconnaisse ces besoins particuliers-là et qu'on arrête de dire que les écoles EHDA coûtent donc cher, qui sont celles qui entraînent le déficit. En fait, si les personnes qui s'occupent du financement du gouvernement venaient dans notre école, ils se rendraient compte que ce qu'on demande, c'est pas la mer à boire, c'est simplement le strict minimum. On demande seulement que nos élèves soient bien, parce qu'ils ont le droit d'être bien, même s'ils sont différents. Puis qu'ils puissent faire des apprentissages, même si c'est des apprentissages qui semblent insignifiants aux yeux de certains. Nous, on sait que chaque petit pas est important. Bonjour, Éric Fusinato, École Honoré Mercier à Montréal. Je suis enseignant d'éthique et culture religieuse. Un exemple concret des coupures en éducation. L'équipe de soccer de l'école, il y a plusieurs équipes. Cette année, le budget de sport scolaire est passé de 22 000 à 14 000 $. Et pour cette raison, on n'a pas assez d'argent pour se payer des entraîneurs. Donc, j'ai pris la relève d'une équipe. Puis quand il est venu le temps de demander de l'argent pour acheter du matériel pour les entraîner, on n'a pas d'argent. Donc, j'ai des ballons qui sont dégonflés, j'ai des ballons en très mauvais état, j'ai pas beaucoup de matériel pour entraîner une équipe de soccer parce que, malheureusement, le budget a été amputé de 22 000 à 14 000 $. Bonjour, M. Blais. Je m'appelle Marie-Josée Dumas. Je suis enseignante au secondaire en éthique et culture religieuse. J'aimerais vous parler des ratios, du nombre d'élèves dans les classes. Vous savez, M. Blais, j'ai choisi l'enseignement parce que c'est un métier de relation. J'adore rencontrer mes nouveaux élèves à chaque année, apprendre à les connaître, les aider à devenir des adultes responsables. Dans mon métier, je développe un lien de confiance avec eux. Pour ce faire, j'ai besoin d'apprendre à les connaître, j'ai besoin d'avoir du temps à leur consacrer. Lorsque j'ai 38 élèves dans ma classe, j'ai à peine 1 minute, quelques secondes par élève. Présentement, en 5e année, je vois arriver des élèves qui ont un trouble grave. Un trouble qui était tout petit au départ, mais on n'a pas su les aider. Il n'y a pas eu de spécialistes pour les aider. Parfois, ça aurait pu être un petit coup de pouce de l'orthopédagogue, de l'orthophoniste, de la psychologue. Mais la réalité, c'est que pour nos 2 écoles, on a 2 orthopédagogues seulement qui se lancent à gauche, à droite, qui essayent d'éteindre les feux. Ils sont débordés, ils sont surchargés. On a une psychologue qui est là 2 jours par semaine pour les 2 écoles. C'est nettement insuffisant. Les élèves sont sur des listes d'attente. Les élèves n'ont pas de diagnostic. En fait, les seuls qui ont un diagnostic dans un temps raisonnable, c'est ceux que les parents ont les moyens d'envoyer au privé. C'est ce qui fait que moi, je ne peux plus m'étonner de voir arriver des enfants en 5e, 6e année qui ne savent pas lire. Daniel Chartrand de l'École Honoré Mercier. Il y a des élèves qui étaient en 6e année l'an passé, qui ont été recommandés par des enseignants, leurs enseignants ou enseignantes à l'époque, de poursuivre leur cheminement parce qu'ils n'avaient pas les acquis ou en 6e année. Alors, ce qu'on fait, on leur propose de les envoyer en CPF 160. Ça, c'est comme une reprise du primaire pour qu'ils obtiennent les acquis. Et la réalité, c'est que cette année, ces mêmes élèves-là se retrouvent en secondaire 1, sans les acquis de 6e année, dans des classes qui dépassent les quotas permis. Et en plus, on en retrouve une quinzaine sur un groupe de 30 qui sont déjà avec des cotes. Le résultat, c'est que ces élèves-là sont probablement voués à l'échec cette année et vont être difficilement diplômables. Bonjour, M. Blais. Mon nom est Nathalie Tremblay. Je suis enseignante de français au secondaire. J'enseigne en 3e secondaire présentement et j'enseigne depuis 24 ans.
Je m'adresse à vous aujourd'hui parce que je trouve ça important de vous expliquer notre réalité et ma réalité au quotidien plus particulièrement. J'enseigne donc à des élèves dits réguliers dans une classe ordinaire, mais je vous informe qu'elle est de moins en moins ordinaire, cette classe. Et c'est au fil des années qu'on a vu les services diminuer et nos élèves de plus en plus arrivent avec des retards scolaires parce qu'ils n'ont pas eu les services nécessaires le moment voulu. Donc, moi, par exemple, dans une classe qu'on dit classe d'appui, appui signifie que ces élèves-là ont de la difficulté à répondre aux exigences, ce qui fait en sorte qu'il y en a peut-être un peu moins dans la classe. Cependant, il n'y a pas de service pour ces élèves-là ou si peu. On a, par exemple, dans une de mes classes, j'ai 3 élèves dyslexiques, un élève en trouble de comportement, un élève TSA et un élève TDAH. Alors, je ne sais pas si vous faites le calcul rapide, là, M. Blais, je suis seule avec très, très peu de services. Mon nom, c'est Éric Girard, j'enseigne en formation professionnelle. On a 2 types d'élèves qui arrivent en formation professionnelle. On a les gens qui arrivent du marché du travail et aussi on a les jeunes qui arrivent du secondaire. Beaucoup d'élèves ont manqué de ressources au niveau secondaire. Les difficultés que les élèves qui ont eues au secondaire, ils ne peuvent pas disparaître comme par magie quand ils arrivent en formation professionnelle. Donc, ils transportent leur bagage en formation professionnelle, les difficultés qu'ils ont rencontrées. Nous, en formation professionnelle, bien, on manque ces ressources-là parce que ce n'est pas des ressources qui sont accessibles pour nous autres. Ça nous apporte souvent avec des problèmes de comportement. Ça les touche dans leur réussite scolaire. Des fois, ils vont aller travailler ailleurs et ils ne termineront pas leur DEP. Et le pire dans tout ça, bien, en sortant du secondaire, bien, ils se retrouvent hors de la statistique de décrocheurs et c'est bien triste. Un autre exemple concret encore là, des coupures en éducation. On avait un programme ici, des petits déjeuners tous les matins qui étaient offerts aux enfants. On offrait un déjeuner pour 50 sous aux enfants. Et cette année, encore en raison des coupures, donc le programme des petits déjeuners a disparu de l'école. Bonjour M. Blais, je m'appelle Lorenzo Benavente, je suis un enseignant qui débute sa carrière à la CSDN. Si je m'adresse à vous, c'est entre autres parce qu'il y a une statistique qui m'inquiète beaucoup. C'est celle qui dit que plus de 20% des enseignants quittent le domaine de l'enseignement dans les 5 premières années de leur carrière. La raison pour laquelle ces enseignants quittent, c'est parce qu'ils manquent de ressources. L'an dernier, par exemple, j'enseignais en soutien linguistique à l'école Saint-Gabriel l'allemand. Dans cette école, il y a plusieurs élèves allophones qui ont besoin d'un service de soutien linguistique. Malheureusement, comme j'étais le seul à offrir ce service-là dans l'école, j'étais là une seule journée semaine, je devais choisir les élèves et je devais prioriser les besoins. Donc, il y a des élèves qui auraient eu besoin de ce service-là, mais qui ne l'ont jamais eu. Bonjour, Nadine Paquin, école Enfants Soleil à Ville-Saint-Laurent. J'enseigne en 2e année primaire, régulier. L'impact qu'ont les couples actuels ou les couples qui sévissent depuis déjà plusieurs années et qui ne vont qu'en s'empirant ont un impact réel, pas uniquement sur les enfants qui bénéficieraient ou qui devraient bénéficier de services supplémentaires, mais bien sur l'ensemble des enfants. Mais l'enfant qui a des difficultés dont on ne s'occupe pas, cet enfant-là, il s'éteint. Il s'éteint ou au contraire, il s'allume et il réagit. C'est un ou l'autre. Le milieu est rarement là. Et ça ne peut pas faire autrement qu'avoir un impact sur le reste des enfants. Alors, M. Blais, vous qui êtes responsable du système d'éducation au Québec, mon nom est Geneviève Royer. Je suis enseignante en adaptation scolaire, orthopédagogue depuis 25 ans, la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. Les faits auxquels on assiste depuis des années de coupure en éducation, c'est une situation où les familles et les jeunes en difficulté d'apprentissage ou de comportement sont laissés à eux-mêmes. La prétendue normalisation qu'on a voulu faire auprès de ces élèves-là en fermant les classes spéciales, les classes de difficulté d'apprentissage ou de troubles de comportement, ont fait que ces élèves-là se retrouvent démunis dans des classes dites régulières où l'enseignant, évidemment, n'a pas la capacité, ni la formation, ni le temps nécessaire pour accompagner ces élèves-là dans tous les besoins qu'ils ont pour s'assurer qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, qu'ils puissent apprendre puis participer pleinement à la société. Bonjour, mon nom c'est Isabelle Lachance. Je suis enseignante au préscolaire à la commission scolaire de Montréal. Quand il arrive des garderies, c'est un ratio 1-10. Nous, c'est du 1-20. C'est un gros impact. On a des enfants aussi qui sont en apprentissage du français, que c'est leur langue seconde.
On manque de soutien linguistique. Donc, c'est nos orthopédagogues qui prennent en charge ces enfants-là quand il y aurait d'autres enfants à prendre qui ont d'autres difficultés en motricité fine, en langage, en compréhension. Avec les coupures qu'il y a eu en enseignement, on a des services qui ont été coupés. Donc, le dépistage précoce est très difficile à avoir dans nos milieux. Les services, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils doivent prioriser les élèves. Donc, ils prennent les cas les plus lourds, mais ceux qui ont des problèmes plus moyens ou légers sont mis de côté. En espérant qu'il y ait des services l'année suivante, mais les besoins sont encore là. Il y a des nouveaux élèves qui arrivent. Donc, on a souvent des enfants qui se ramassent en 5e, 6e année, qui n'ont pas été dépistés, qui n'ont pas eu les services nécessaires en classe. Et moi, je trouve qu'il faut réinvestir en éducation et remettre les services et même en ajouter. Bonjour, je m'appelle Badia Sekfali, j'enseigne à l'éducation des adultes au centre Yves Thériault. J'enseigne en francisation, donc c'est une éducation que l'on donne aux adultes pour les préparer à s'intégrer à la société québécoise. Alors, j'aime à dire que les enseignantes et les enseignants sont des forgerons, parce que nous forgeons la société de demain, nous forgeons le citoyen de demain. De ce fait, je crois que notre mission, parce que c'est pas autrement, notre mission a besoin de tous ces instruments pour pouvoir être accomplie. Alors, ces instruments, nous les utilisons, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, dans le feu comme tout forgeron qui se respecte, dans l'eau aussi toutes les fois qu'il pleut et dans le froid toutes les fois qu'il y a de la neige. Nous ne reculons devant rien pour réussir à inculquer à nos élèves toutes les valeurs de la société québécoise et à les préparer à être des citoyens productifs à l'avenir. Ce que je voudrais dire, Monsieur le ministre, c'est que nous souhaiterions que vous nous accordiez les instruments que nous avons réclamés pour pouvoir mener à bien notre fonction. Je me souviens de mes lectures antérieures où on disait qu'un bon chef était celui qui suivait ses troupes. Alors, Monsieur le ministre, si vous souhaitez être un bon chef, il faudrait peut-être nous écouter un petit peu et nous accorder ce que nous demandons, ce qui est un minimum pour pouvoir exécuter notre tâche correctement. Merci, Monsieur le ministre. Quand je vois ce qui se passe actuellement, je pense à la loi de l'instruction publique qui parle de l'égalité des chances pour tous. Présentement, dans ma classe, c'est pas vrai que mes élèves ont tous la même possibilité de réussir. On vous demande d'investir en éducation.